T'es perdu sur le marché, tu sais pas où est-ce qu'on va, alors regarde cette vidéo. On va essayer de tout déchiffrer ensemble et de se préparer à tout. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors ce dimanche, c'est une analyse. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de zones d'ombre sur ce marché. Et on va essayer de faire en sorte de décrypter, de déchiffrer, de se préparer à tout ce qui peut se passer. Vous l'avez remarqué, on parlera de Solana et de Ethereum qui, cette semaine, ont donné des signaux très intéressants. Et c'est surtout Solana qui a donné des signaux intéressants cette semaine. Ethereum a faibli. Et maintenant, encore une fois, on a un Bitcoin qui est extrêmement faible. Je pense qu'actuellement, c'est un peu lui qui abîme la partie. Pourquoi il abîme la partie? Parce que finalement, bien qu'Ethereum soit solide, bien que Solana ait tenté d'être solide cette semaine, le fait que Bitcoin soit faible, eh bien ça embarque un petit peu l'ensemble avec lui. Ce qui est assez fort cette semaine, c'est qu'on a eu énormément de décorrélations. D'accord? Toutes les corrélations sur lesquelles on pouvait s'appuyer précédemment ont disparu. Pourquoi? Parce qu'on a eu un SP500 qui nous a fait un ATH, alors que le Bitcoin a littéralement vomi toute la semaine. Ensuite, on a eu un ATH sur Ethereum dimanche. Et rappelez-vous mon petit live pour vous rappeler la prudence et la méfiance. L'euphorie n'a malheureusement pas duré très longtemps, car après l'ATH, on a eu une réintégration et ensuite le prix a échoué à se reprendre. Alors est-ce qu'on a trouvé un floor? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Forcément, notre rôle, entre autres, c'est de décortiquer, de déchiffrer et de se préparer un petit peu à tout. Alors c'est vrai qu'on remarque quelques petites choses sur les marchés, notamment en effet que le sentiment baissier est devenu omniprésent. Certaines personnes essayent de timer le top, de dire que ça y est, c'est fini. Et c'est vrai que ces éléments-là peuvent nous laisser penser que c'est pas le top, tout simplement parce que souvent tout le monde a tort. Mais attention, parce que bien que ça soit pas le top, on peut aller encore un peu plus bas. Ça n'a pas besoin d'aller beaucoup plus bas pour faire très mal, mais c'est suffisant pour éliminer une partie des acheteurs qui tentent à nouveau de se placer. C'est pour ça que bien étudier, bien se préparer, bien savoir à quel moment on devient acheteur, eh bien c'est indispensable pour arriver, on va dire, à se frayer une place sur le marché. Alors, dites-vous bien que les arrêts qu'on s'est fait cette semaine ne sont pas au hasard. Moi, j'ai eu un graphique la semaine dernière. Et je peux vous dire qu'on a valsé sur mes niveaux qui ont été préparés en début de semaine de façon quasiment parfaite toute la semaine. Donc c'est pour ça que je vais faire le même travail avec vous que j'ai fait la semaine dernière, que j'ai partagé dans mon Discord, pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne, d'avoir des niveaux clés bien tracés et comment finalement ça peut vous faire gagner énormément de temps. Alors moi j'avais dessiné, on va dire, les niveaux les plus proches, mais finalement là où on s'est arrêté à l'instant, vous allez voir sur mon prochain graphique, c'est un ancien Naked POC aussi. C'est-à-dire que en début de semaine, j'avais tracé tout ça. Donc ensuite, tout au long de la semaine, on allait se diriger vers le DD Value. Ensuite, on a rebondi ici plusieurs fois sur le Weekly VWAP. Ensuite, on allait chercher le Daily High de lundi. Et ensuite, on s'est arrêté net sur le 3D Composite Profile. D'accord? Ici, il y a eu plusieurs journées qui se sont arrêtées ici sur les TPO. Les TPO, je vous rappelle que je vous ai fait une petite formation pour vous introduire un petit peu à quoi servent les TPO. Mais tout ça pour vous dire que ces niveaux-là, je ne les ai pas tracés jeudi. Non, ces niveaux-là étaient déjà tracés. Et si vous en voulez la preuve, je vous invite à vous rendre sur mon Discord. J'avais partagé ce graphique. Donc ensuite, même lorsqu'on a commencé à corriger, on a eu à nouveau, on va dire, une sorte de rejet, par exemple, sur la Weekly VWAP, le 2D Value, etc., etc. Et en fait, on s'est à nouveau servi de tout ça. Là, il y a eu un petit rebond sur le Naked POC à nouveau. C'est là où on a eu un rebond avant de s'échouer. D'ailleurs, vendredi, pour ceux qui ne savent pas, on fait du live trading. On était short après la news et ça s'est révélé être extrêmement juste que d'être short après la news. Et ça a été un sacré trade qu'on a pris
en live. Alors il s'est déroulé, hein, le cœur du live, le cœur du trade a commencé à se déclencher après le live. Mais bref, en tout cas, on était dans le bon sens, c'était magnifique. Donc n'hésitez pas. Alors maintenant, on va faire le même travail pour que vous puissiez comprendre à quoi ça consiste et pourquoi c'est important de faire ça. D'accord? Moi, personnellement, quand je suis baissier ou quand je suis haussier, c'est parce que je sais qu'un niveau a été gagné ou a été perdu. Et je sais que tant qu'on est sous un niveau ou au-dessus d'un niveau, je sais que techniquement, c'est qu'on a des chances de hausser. Donc là, pour moi, c'est à peu près clair. Le niveau qu'il faut franchir pour recommencer à avoir un petit peu de hausse, c'est les 109, globalement. Et vous voyez qu'actuellement, on s'est arrêté à ce moment-là, le mardi 26 août, sur un Naked POC. Encore Naked POC, qui était ici. On a eu plusieurs journées qui nous ont dessiné un POC, donc un pic de volume, là où le prix a passé le plus de temps sur plusieurs journées. Donc quand on a eu une accélération haussière, eh bien ce niveau de POC devient par la suite, quand on revient tester ces zones-là, un support. Et là, on est allé juste en dessous. Donc c'est-à-dire que d'abord, on s'en est servi comme support. On allait chercher les 113. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est venu chercher le POC suivant. D'accord? Et c'est pareil, c'est un niveau où finalement, ça confond à la fois Value Area High, Value Area Low et POC. Donc, c'est un composite profile. D'accord? Donc, tout ça, c'est de l'order flow. Et actuellement, on a l'air de trouver support sur cette zone. Donc 107 000, c'est pas rien. Pour moi, 107 000, c'est une zone extrêmement importante parce que, on a passé énormément de temps sur cette zone en résistance. Comme vous pouvez le voir, on a eu résistance, 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 résistance. Zone de consolidation pendant l'été, le 7, et on a eu l'expansion haussière qui s'est dessinée. Donc en gros, cette petite zone, on va en dessiner un rectangle même. C'est pas une zone de rien du tout. C'est une très belle zone avec du volume. Donc, c'est une zone qui pourrait agir en tant que support. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Bien sûr. Est-ce qu'on peut aller une dernière fois plus bas, encore effoncer les gens une dernière fois et regagner le niveau? Tout à fait. D'accord? Donc pour moi, ici, le niveau clé à surveiller, à comprendre, à épier dans tous les sens, c'est cette zone entre 108, 108, 109 et 109 et 108, globalement. Donc on a un double creux ici qui nous attend pas trop loin de là où on est. On a eu le premier creux, mais on n'a pas eu le deuxième. Ça, pour moi, c'est souvent, ça donne lieu à cette petite dernière correction. On l'espère, encore une fois, je vous donne juste mon sentiment et finalement ce que je ressens. Donc souvent, quand on a un double creux et un dernier juste à côté et une petite zone de gap, vous voyez qu'ici c'est une zone de gap. Pourquoi c'est une zone de gap? Vous le voyez, ici on a très peu de volume, ça allait très vite. Et on a le fameux Naked POC qui traîne ici à 105. Donc en fait, pourquoi moi personnellement, j'estime qu'il est fort probable, et encore une fois, je ne le confirme pas, je ne l'affirme pas, moi je regarde ce que je vois, mais je scénarise. Donc je ne serais pas étonné, d'accord, qu'on aille chercher une dernière fois à faire mal. Et si ça se trouve, c'était suffisant, et on y va. Et comment je vais le savoir? Je vais le savoir parce que la zone des 108, 109 va être acceptée. On va commencer à passer du temps au-dessus. D'accord? Il faut savoir que là, plus on passe du temps au-dessus, plus on dessine une price action haussière, plus finalement il y aura des shorts à liquider. Forcément. Parce que quand on provient d'une baisse, il y a des gens qui commencent à shorter petit à petit de façon de plus en plus agressive. Donc on aura des shorts à liquider. À surveiller de très près. En tout cas, c'est vrai que finalement, moi j'étais, on va dire, relativement méfiant en début de semaine. Ça m'a pas porté préjudice. Les gens ont commencé à être méfiants le 29. Tant mieux. Mais maintenant, j'estime qu'il n'y a rien qui contextuellement change. C'est tout simplement une price action de correction après une expansion. D'accord? Un marché sain, c'est ce qu'il fait. C'est qu'il hausse, il fait une correction, une consolidation, il hausse à nouveau, etc., etc. Il monte en escalier et c'est très bien. Il n'y a pas de mal. Et finalement, actuellement, on se pose sur une zone de consolidation précédente, ce qui est à peu près normal. Donc c'est pour ça que je suis méfiant. On va dire que je m'attends ou je ne serai pas surpris
par une petite correction, peut-être une dernière, mais j'ai en ligne de mire les 109 et en fonction de ce que je vois sur ces zones-là, je vais voir pour comment je vais jouer la suite. Hein, je vous rappelle que si vous voulez savoir comment je joue la suite, il n'y a pas meilleure façon que soit d'être dans le Discord Pro, soit d'être dans le VIP et vous allez voir si je prends des trades ou pas sur ces zones-là. D'ailleurs, je vous rappelle que ce dimanche à 18 h, il a encore le temps de s'inscrire. J'envoie un webinaire sur comment trader comment mettre en place un trade de A à Z. Quels sont tous les outils qu'on regarde, tous les outils qu'on utilise, le multi-time frame. Bref, tout ce qu'il faut savoir pour débuter dans cet univers. J'espère vous voir nombreux ce soir. Et maintenant, on va passer à Ethereum. Alors, Ethereum, qui reste fort. Moi, personnellement, j'étais méfiant après la TH. Pourquoi? Parce qu'on a fait une réintégration. Ma stratégie, ma méthode, c'est quand je vois une réintégration, je me méfie. Et c'est comme ça. Et il n'y a pas de mal, c'est la vie. Et ça m'a pas fait défaut, d'accord? C'est-à-dire qu'on a eu la réintégration. À partir de la réintégration, on n'a fait que corriger. Maintenant, pourquoi ça change un petit peu au niveau des cycles? Ça change un petit peu au niveau de ce qu'on voit. En fait, pourquoi? Parce qu'avant, on avait des cycles sur les cryptos qui étaient parfaitement définis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, on avait un Bitcoin qui haussait, la dominance qui chutait, les altcoins qui reprenaient, etc., etc. Maintenant, c'est beaucoup plus fouillis, c'est beaucoup plus désordonné. Et maintenant, on remarque aussi assez souvent que quand BTC faiblit, Ethereum faiblit, par exemple. Et par exemple, normalement, avant, dans les cycles où Ethereum était en train d'hausser, on avait beaucoup d'altcoins qui haussaient. Là, c'est pas du tout le cas. En ce moment, quand Ethereum hausse, il n'y a que Ethereum qui hausse. Donc c'est pour ça qu'actuellement, on est en train de jouer dans un va-et-vient assez complexe, beaucoup plus complexe qu'avant de cerner. Et c'est pour ça que si on trade et on fait les choses comme on les faisait avant, eh bien on risque de se faire piéger. Quoi qu'il en soit, Ethereum reste solide. Problème, encore une fois, c'est un problème qu'on a évoqué lors de ce live, d'accord, de dimanche, hein, qui j'espère vous a été utile. C'est cette divergence 3D, d'accord? Donc, meilleur cas de figure, elle est en train de se jouer, d'accord? Et cette petite correction qu'on a, en fait, c'est la divergence qui est en train de se jouer. Et pire des cas de figure, c'est qu'on n'a pas vu encore la divergence se déverser. Maintenant, ça va être très important d'être extrêmement observateur, d'accord? Et encore une fois, hein, l'objectif, c'est d'être observateur. C'est pas d'écouter les autres. Moi-même, ou n'importe quel influenceur qui semble détenir la vérité. Mais la vérité, elle est détenue par ce que le prix va nous offrir. Par exemple, actuellement, tant qu'on est sous les 4000 au-dessus, eh bien, les chances d'une prolongation sont quand même assez importantes. Un retest une dernière fois des 4100 ou 4050, ou voire même une prise de liquidité, s'il y a de la force et la vitesse nécessaire, ça reste un scénario à jouer, d'accord? Maintenant, si on commence à se déverser de façon brutale en dessous des 4060 et qu'on n'a pas la sensation qu'il y a une reprise, là, ça pourrait, on va dire, se déverser de façon beaucoup plus sèche, notamment chercher les 3300, etc., etc. Donc, c'est pour ça que, pour moi, l'objectif, et vraiment, je vous invite à apprendre ça, c'est d'être extrêmement flexible sur votre raisonnement, flexible sur ce que vous voyez à l'instant T, et comprendre que dans ce marché et dans cette optique, il faut être dynamique. Exemple, on est passé d'avoir une gueule assez dégueulasse sur Ethereum, sur ces petites time frames de H4, à quelque chose d'un peu plus agréable. Pourquoi? D'accord? Parce que ici, le graphique qui nous fait un creux, prise de liquidité sur le creux, double mèche, et on tient le niveau pour l'instant. Ça, c'est plutôt un signal, ok, alerte. Finalement, ce graphique dégueu est en train de se récupérer. Encore une fois, pour l'instant, en H4, il n'y a pas encore de signal de récupération. Ça, c'est une compréhension de la price action, c'est une compréhension des sommets et des creux et de la dynamique des marchés. Une formation que j'ai complète sur la dynamique des marchés qui vous aiderait énormément à comprendre tout ça. Mais globalement, ici, pour l'instant, on a dessiné un arrêt sur une zone clé. Donc, ça voudrait dire que si, sur du H1 par exemple, on commence à dessiner un sommet au-dessus du précédent,
et ensuite on dessine un autre creux au-dessus du précédent et on commence à dessiner une petite price action comme ça, potentiellement, on est dans la possibilité de se refaire une reprise, une nouvelle tentative, même si on s'arrête à 4008, je vous rappelle qu'il y a 400, 300 points à prendre. C'est énorme, on s'en rend pas compte peut-être, mais 400 points sur les futurs, c'est un énorme trade. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être extrêmement dynamique, écouter personne. Moi personnellement, je peux plus écouter Internet, j'en peux plus. Il y a des conneries qui sont données, citées à droite à gauche, H24, et ça devient complètement infernal finalement d'écouter des gens qui parlent mais qui ne servent à rien. Regardez le prix, rien d'autre. Encore une fois, être méfiant, être prudent, ça fait partie du jeu. Qu'on soit baissier, qu'on soit haussier, dans tous les cas de figure, on est prudent. Enfin, on va terminer par le Sol, d'accord, Solana ETH, d'accord. Donc pourquoi le Solana ETH? En fait, le Solana ETH, de la même façon qu'on mesure l'ETH BTC, eh bien, il nous permet de mesurer la force de Solana face à Ethereum, d'accord. Donc là, on constate à un stade embryonnaire une petite tendance haussière qui se forme, d'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de façon embryonnaire, ici, on a un Solana qui reprend un petit peu de force. On va dire que c'est très difficile actuellement de prendre de la force face à un Ether qui est ultra violent. Il faut savoir que Ethereum a presque triplé de valeur en quelques mois. Il est puissant. Donc, il y a pas mal de narratives qui sont en train de se jouer autour de Solana aussi, à savoir de la trésorerie d'entreprise, etc., etc. Enfin, plein de choses, hein. Je vous laisse suivre ceux qui font de l'analyse fondamentale. Maintenant, ce que je sais, c'est que le shop est chargé en 3D, en daily et bientôt en 4 heures. D'accord? Et qu'on a un pattern de consolidation assez simpliste, hein, pour ceux qui font du chartisme, où finalement on a une horizontale parfaitement définie. L'horizontale, elle est à 210. Et globalement, si on franchit les 210, eh bien ça pourrait nous téléporter assez rapidement sur les 2,92 voire 300. Maintenant, ça va être un boulot. Ça va être un boulot parce que actuellement, comme vous avez pu le voir, Bitcoin n'est pas au top. Ethereum est devenu faible cette semaine. On va dire que cette semaine, il a été dans un statut de correction. Donc, si ça se trouve, pour l'instant, c'est encore une énième fausse alerte. Hein, c'est 210. Et on va chercher peut-être à nouveau les 185. Mais finalement, le but ultime, et ce qu'on doit surveiller, c'est si on franchit les 210, il y aura expansion. Logique, parce que c'est un niveau qui quand même maintenant commence à durer, et à durer depuis assez longtemps. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un œil sur Solana. J'ai l'impression que la petite guéguerre se joue actuellement en termes de majeur sur Ethereum, ensuite sur Solana. Et après, évidemment, ça peut se déverser sur l'écosystème, etc. Mais d'abord, en référence, il faut regarder Solana. Mais Solana, dans un marché qui a été plutôt merdique cette semaine, il faut savoir qu'il nous a fait quand même 17%, ce qui nous invite à penser qu'il a peut-être quelque chose dans le sac. Encore une fois, nous inviter à penser, ça veut dire qu'on se prépare, mais on ne fait pas all-in, ou on étudie ce qu'on fait, comment on le fait, et qu'est-ce qu'on va faire. L'équipe, en attendant, je vous laisse avec ce dernier tutoriel qui va vous servir dans votre trading, et on se rejoint très bientôt pour une prochaine analyse. Ciao, ciao, ciao.